Que doit faire le PSG pour se qualifier? Ce Real a-t-il atteint ses limites? On analyse les demi-finales de Ligue des Champions au travers de 6 questions. Hey, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre équipe préférée va bien. On rentre dans une semaine très spéciale de la saison. C'est la dernière semaine où il y a de la Ligue des Champions le mardi et le mercredi. Et c'est vrai qu'à défaut d'avoir eu droit à des matchs allés de demi-finale d'un niveau exceptionnel, d'une intensité jamais vue, le suspense est toujours présent, au moins ça. C'est comme dans certains championnats, la Liga ou la Ligue 1 par exemple, une fin de saison avec beaucoup de suspense, ça compense un peu le fait que le niveau de jeu n'a pas toujours été incroyable. Mais on prend. Et pour analyser ces matchs retour de demi-finale, on va consacrer 3 questions à chaque rencontre. Et on commence tout de suite avec le match entre Manchester City et le Paris Saint-Germain. Première question, que doit faire le Paris Saint-Germain pour accéder à la finale? Au-delà du fait que oui, il doit gagner par plus de 2 buts d'écart ou gagner 3-2, 4-3 ou 5-4. Mais dans le contenu, sur le terrain, qu'est-ce qu'il faut faire? La mauvaise nouvelle pour Pochettino, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de solution miracle. C'est normal, on est en demi-finale de la Ligue des Champions, les écarts entre les équipes à ce stade de la compétition ils se resserrent, un bon entraîneur de chaque côté, des bons joueurs de part et d'autre. Ce que Pochettino peut faire, c'est de petits ajustements, comme au match aller par exemple, où il avait placé Verratti sur un côté avec ballon. Et surtout, son ballon, ce genre de petites choses, ça peut l'aider, mais il n'y a pas un levier à actionner pour faire trembler comme ça Manchester City. Une donnée additionnelle à prendre en compte, c'est qu'à partir des 8e, c'est la première fois dans cette édition de la Ligue des Champions que le PSG se retrouve derrière au tableau d'affichage, il se retrouve à courir après le score. Et ça change beaucoup de choses, parce que cette version du PSG compacte, en bloc, qui dès qu'il récupère le ballon jaillit vers l'avant, c'est pas une version que vous allez pouvoir répliquer sur 90 minutes parce qu'il y a un score à aller chercher. Ça a fait la grande force de cette équipe. Tout le monde savait que si vous perdiez le ballon face au PSG, Neymar et Mbappé allaient vous faire beaucoup de mal. Sur ce match retour, c'est pas aussi simple que ça. Le Paris Saint-Germain devra être bon dans plein de compartiments de jeu différents. Il va devoir sortir un match complet, un match de vainqueur de Ligue des Champions où il faut maîtriser plusieurs registres. Être bon avec ballon, comme ça a été le cas au retour face au Bayern, ou lors des premières 45 minutes face à City, redoubler les passes, s'associer, pas avoir peur de prendre des risques, être courageux, vraiment profiter de la qualité technique, de la créativité de certains joueurs. Il faudra être bon au pressing, et ça on sait que c'est pas la plus grande force de cette équipe-là. Il y aura des moments où il faudra subir, et là il faudra être patient, pas se décourager même si le ballon n'arrive pas dans vos pieds. Bref, c'est une version très exigeante du Paris Saint-Germain qui va être demandée parce qu'encore une fois, il n'y a pas une version du PSG qui vaut pour ce match. Un PSG qui contre-attaque, un PSG qui joue en camp adverse. Non, il va vraiment falloir être très complet, bon dans plein de situations différentes, plein de compartiments du jeu différents. Deuxième question, quelle marge de manœuvre Manchester City va-t-il laisser au Paris Saint-Germain? L'idée de City, c'est d'avoir le ballon, baisser le rythme du match, contrôler les débats et s'il le faut, parfois, faire de la possession défensive. Guardiola, ça fait quelques années que lors des matchs à élimination directe, il prend toujours peu de risques et il a une obsession, c'est de contrôler les individualités adverses, que ce soit les Salah, Mané, Son, Mbappé ou Neymar. Il sait pertinemment que lorsque son City perd le ballon, ça peut être dramatique, surtout face à de grands joueurs rapides dans l'espace. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de moins perdre le ballon possible. Et en première période face au Paris Saint-Germain, ça n'a pas fonctionné parce que City était lent, imprécis, sans idée, timide, peureux. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit le cas à nouveau lors du match retour. Et c'est pour ça que je parle de marge de manœuvre. Si City fait un bon match avec le ballon, s'il ne perd pas le ballon, s'il arrive à bien faire circuler le ballon, le Paris Saint-Germain, il ne pourra pas faire autant de choses que ce qu'il a envie. Il pourra avoir toutes les bonnes intentions du monde. Si City a le ballon et il ne le perd pas, marge de manœuvre très réduite. C'est pour ça que le pressing du Paris Saint-Germain, il sera déterminant. Il faut vraiment empêcher ou faire le plus possible pour que City ne soit pas confortable avec ballon. Et le truc, c'est que le temps ne joue pas en faveur du Paris Saint-Germain. Et ça, on l'a très bien vu lors du match retour. Les minutes passent, la fatigue s'installe et là, l'équipe qui a le pied sur le ballon, qui peut faire de la possession défensive, elle est beaucoup plus à l'aise, elle garde son énergie, elle se préserve.
Pour être honnête, je ne vois pas comment le Paris Saint-Germain va faire pour se qualifier. Attention, hein, ça ne veut pas dire que je ne les vois pas se qualifier, ça ne veut pas dire que je ne crois pas en eux, c'est juste que je ne vois pas comment. Je ne vois pas qu'il y ait une marche à suivre claire, un plan clair à suivre où il s'agirait de faire ça, et c'est bon, on va mettre en difficulté City, on va les sortir. Ça risque d'être un match où il va falloir improviser, où il y a peut-être un événement qui arrive à un moment donné et l'équipe qui sait le mieux réagir à cet événement remporte la partie. Bref, j'ai un peu de mal à imaginer à quoi la rencontre peut ressembler pour le Paris Saint-Germain et qu'est-ce qu'il faut faire à chaque moment. Troisième question, quelle sera l'équipe la plus forte mentalement? On l'a vu en deuxième période, il y a plusieurs joueurs parisiens qui ont un peu plongé mentalement. Je pense notamment à Neymar, je pense évidemment à Idrissa Gueye, je pense à Mitchell Bakker, ça je crois que tout le monde l'a vu, surtout les joueurs de Manchester City, le fait qu'il était en panique. Il y avait Guerre que Di Maria qui, sur cette deuxième mi-temps, a tenté des choses, a pris les choses en main, a essayé de remonter le ballon, a montré de la personnalité. Alors on a beaucoup tapé sur les individualités du Paris Saint-Germain en disant qu'ils n'avaient pas de caractère, plein de choses pas très positives. C'est vrai que le plan collectif les aidait pas aussi, parce que quand l'équipe elle est en dessous de tout collectivement, vous n'êtes pas dans les meilleures conditions. Mbappé, Neymar, personne ne leur donnait de bons ballons. C'est un peu la double peine du coup. Hein. Collectivement, l'équipe ne va pas. Du coup, vous n'allez pas. Vous arrivez du coup pas à prendre l'équipe sur vos épaules. Bref, quelque chose d'assez compliqué. Le Paris Saint-Germain, c'est une équipe qui a progressé ces dernières années sur le plan psychologique. L'édition passée de la Ligue des Champions a été décisive pour ça, avec des victoires un peu épiques. Cette saison de la Ligue des Champions, vous sortez le Barça, vous sortez le Bayern, vous engrangez de la confiance. Il y a un vécu qui s'est créé, mais là, c'est une situation nouvelle. On verra comment le Paris Saint-Germain va gérer ça. De son côté, City a aussi progressé mentalement. J'aurais tendance à dire, même s'il faut être prudent, que c'est plus une équipe aussi fragile que par le passé. Par le passé, c'était dramatique parfois. J'étais très impressionné par leur réaction à la mi-temps. Pas par les changements tactiques de Guardiola. Oui, il faut les valoriser, oui, ils sont bons, mais c'est pas révolutionnaire non plus. Et Guardiola le disait lui-même, j'ai changé quelques petits trucs stupides tactiquement à la mi-temps, mais ce qui a fait la différence, c'est l'attitude des joueurs. Et le discours de Guardiola à la mi-temps, en fait, il est assez simple. Hein. Il dit aux joueurs, il faut arrêter d'être timide, il faut arrêter d'avoir peur. Il dit qu'il a parlé aux joueurs de ce qu'était Manchester City, et j'imagine qu'il leur a parlé du caractère de cette équipe, qui d'habitude est si courageuse avec ballon, et en 15 minutes, tout a changé. On a vu un Manchester City complètement différent en deuxième période. Ça, c'est aussi un signe, je ne sais pas si de maturité psychologique, mais de progrès. Et ça va être un aspect déterminant pour ce match retour. Passons à présent à la deuxième rencontre, Chelsea-Real Madrid. Chelsea, c'est de loin l'équipe qui m'a le plus plu sur ces demi-finales aller. Le Real sur un match horrible. Manchester City réagit bien à la mi-temps et je valorise cette réaction, je lui donne du crédit parce qu'il fallait la sortir quand même. Mais le contenu m'a vraiment pas beaucoup plu en deuxième période, ça reste bien en dessous des standards habituels du City. Paris Saint-Germain, une bonne mi-temps sur deux. L'équipe qui m'a le plus plu, c'est Chelsea. La première question qu'il faut poser pour ce match, c'est dans quel état sont les jambes des joueurs du Real Madrid. Le Real, il arrive décimé sur cette fin de saison. Honnêtement, c'est un miracle qu'il soit toujours en vie. Je ne sais même pas comment c'est possible. 57 blessures, je crois, cette saison. Au moment où j'enregistre, si je ne dis pas de bêtises, ils ont plus de blessures que de buts marqués en Liga. C'est vous dire. Il suffisait aussi de comparer le banc de Chelsea et le banc du Real Madrid. Ça vous donnait un aperçu des problèmes que peut rencontrer le Real. Et on l'a très bien vu lorsque Kroos et Modric ratent leur passe, comme ça avait été le cas contre Liverpool au retour par exemple, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que physiquement, ils ne sont pas dedans. Quand ils vous font des diagonales qui sont 30 mètres imprécises, c'est qu'ils sont complètement fatigués. Et le problème du Real, c'est qu'il a des joueurs fatigués alors qu'il doit absolument élever le rythme de son jeu. J'ai beaucoup de peine à croire qu'en jouant lentement, en ayant des possessions qui sont assez improductives, mais au moins vous avez le contrôle du ballon. J'ai beaucoup de peine à ce que cette caractéristique de cette équipe, qu'on voit souvent les gars, puisse faire la différence en demi-finale de Ligue des Champions contre Chelsea. Surtout que ce qui a porté le Real jusque-là en Ligue des Champions, c'était souvent un plan où l'équipe, elle ressortait soit très vite de son propre camp grâce à sa sortie de balle, et ça lui permettait d'attaquer l'espace, soit elle était dans une espèce de bloc médian et dès la récupération, elle profitait de ses passeurs incroyables, Kroos, Modric, pour lancer dans l'espace un Vinicius, un Benzema ou quel ailier que ce soit. Avec la forme actuelle des joueurs du Real Madrid,
le plan j'attaque l'espace, il est assez compromis, parce que pour ça, il faut se sortir du pressing adverse, et je ne sais pas si le Real a les jambes pour ça, mais le plan j'attaque à l'usure, je ne suis pas sûr qu'il soit à la hauteur. Et surtout que ce plan, tellement souvent adopté par le Real Madrid en championnat, je ne suis même pas sûr que Chelsea l'accepte, dans le sens où Chelsea, s'il décide de presser plus intensément tout au long de la partie, le Real Madrid ne pourra jamais imprimer ce rythme-là parce qu'ils ne seront jamais tranquilles. En deuxième période, lors du match aller, ils peuvent s'installer dans ces dispositions-là parce que soudainement, Chelsea baisse le pied et on a l'impression que le match nul lui convient. Mais j'ai un peu l'impression que si Chelsea décide vraiment d'aller chercher le Real Madrid tout au long de la partie, et il a le banc pour le faire, le Real Madrid ne pourra jamais être confortable dans la partie. Et à ce titre, pour récupérer un peu d'intensité, de verve, les retours de Valverde et de Mendy seront absolument déterminants. Le Real Madrid a besoin de jambes qui puissent courir un minimum. La qualité technique, elle ne va pas suffire, je pense. Deuxième question, qui de Thomas Tuchel ou de Zinedine Zidane aura la meilleure idée, aura la meilleure inspiration? On a ici deux entraîneurs qui, de match en match, introduisent des petites variantes dans le jeu de leurs équipes qui ont une incidence sur le contenu, voire le résultat des matchs. À l'aller, Zidane sort avec 3 centraux. Ça ne va pas fonctionner parce que Tuchel répond, si on peut dire, avec des mouvements de Mount et de Pulisic qui sont très intérieurs, qui ne sont pas dans des zones fixes, du coup ils sont très libres, et ça va complètement pénaliser ce Real Madrid des 3 centraux. À la mi-temps, Zidane, qu'est-ce qu'il fait? Il ajuste, il demande à Casemiro d'arrêter de sortir sur Jorginho, il lui dit reste en place, et ça redonne un équilibre à l'équipe. La question, c'est pour le match retour, quelles seront ces petites variantes, quels seront ces petits ajustements? Une idée pour Zidane, qui n'a pas trop été faite au match aller, ce serait par exemple, sans prétention, mais d'attaquer le côté d'Azpilicueta ou de Reece James. Azpilicueta, il n'a pas trop été inquiété au match aller, et James, s'il est plus haut, parce que c'est un joueur qui est plus haut qu'Azpilicueta, forcément il y aura de l'espace dans son dos. Même chose côté Rudiger. Rudiger, il fait un super match aller, mais si vous le faites sortir, parce qu'il va sortir, c'est un joueur qui aime sortir, et que vous arrivez à prendre l'espace dans son dos, là vous avez quelque chose d'intéressant. Pareil pour Chelsea, est-ce qu'on tente pas de refaire sortir Casemiro de sa zone? On sait très bien que lorsque Casemiro sort, c'est le boulevard dans la défense du Real Madrid. Une autre idée, ce serait vraiment d'attaquer ce latéral droit du Real, parce que ce sera vraiment le point faible de l'équipe. Peut-être avoir un Werner plus fixe dans cette zone. Werner, il peut avoir tous les problèmes du monde. Ça reste un joueur rapide qui peut jouer à gauche. On l'a vu plusieurs fois cette saison. Et là, il y aura vraiment quelque chose à faire. Un peu s'inspirer de ce que Guardiola avait fait contre le Real, par exemple, en attaquant le latéral droit de l'équipe avec une espèce de faux ailier numéro 9, Gabriel Jesus à l'époque. Et dernière question, quelle équipe sera la plus forte mentalement? Et là, vous allez me dire, mais tu as déjà parlé de ça, c'est un peu la question facile. Mais non, c'est décisif. C'est l'une des choses les plus centrales dans la Ligue des Champions, la compétition la plus irrationnelle, la compétition dans laquelle vous devez être le plus fort psychologiquement. Et lors du match aller, on en a l'illustration, les ratés de Timo Werner, qui perd en confiance à mesure que le match avance, et la résilience madrilène. Le Real, après 30 minutes, il peut parfaitement être éliminé. Mais Chelsea rate, Courtois sauve, il n'est pas éliminé, et vous avez une action qui change tout. Benzema prend le ballon, il remonte, il s'associe, il construit, il progresse, une frappe sur le poteau, ça fait clic dans la tête des Madrilènes, ils sentent qu'ils peuvent revenir dans la partie, c'est ce qui se passe quelques minutes plus tard. La résilience madrilène, elle est impressionnante, c'est l'équipe qui ces dernières années, lorsqu'elle est allée au bout de la compétition, était la plus forte mentalement, c'est pas une équipe qui est très affectée, qui est affectée définitivement par ce qui peut se passer dans une rencontre, et pour Chelsea, on a plus d'interrogations. Leur deuxième mi-temps, par exemple, contre le Real, elle est significative. On cherche à ne plus trop prendre de risques, à ne surtout pas encaisser un deuxième but. On sait que Thomas Tuchel, parfois, il peut être un peu petit bras. Il y a plusieurs joueurs verts dans cette équipe de Chelsea. Si vous ne savez pas à quoi ça fait référence, je vous renvoie à ma dernière vidéo. Et on a aussi une équipe qui s'est construite sur le fait de peu encaisser. C'est vraiment la force centrale de Chelsea. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe s'ils encaissent un but? Comment est-ce que cette équipe elle va réagir face à un scénario inhabituel, face au fait d'être menée par exemple? Bref, il y a moins d'expérience côté Chelsea, moins de vécu en tant que groupe aussi, et ça peut compter. Voilà pourquoi j'insiste vraiment sur ce point, même si ça peut être redondant.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui accorder un pouce bleu. J'espère que vous avez comme ça quelques clés de lecture pour les matchs à venir. Des matchs qu'on débriefera en live sur la chaîne immédiatement après la rencontre. Le premier live, il s'était super bien passé. Le deuxième, j'avais eu quelques problèmes techniques, mais je crois que je les ai réglés. On retente l'expérience cette semaine. Du coup, on se retrouve, j'espère, mardi et mercredi soir. D'ici là, portez-vous bien. Bonne chance à tous les supporters des équipes engagées. À très bientôt. À toutes.